Vous regardez New York TV et nous vous disons merci pour votre fidélité à notre antenne. Un moment pour vous informer sur un autre point de l'actualité. Dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence de ce jour, nous allons devoir nous intéresser à un thème un peu spécial, rôle des jeunes dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lomé accueille bien sûr ce 6 avril 2023. Bien sûr, une rencontre de haut niveau pour se pencher sur la thématique. Pour avoir le cœur net, planter bien sûr le décor dans tout son ensemble, nous avons deux invités en plateau. La première, Madame Regina Bandé, Thiès Bandé, information manager ou la chargée d'information, responsable du centre information du GIABA Abidjan. Elle représente ici le président à ce grand rendez-vous. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien. L'autre en plateau avec moi pour mieux creuser le sujet, son nom c'est Kodio Atiogbe. Il est informaticien chargé du protocole et point focal de la journée porte ouverte de GIABA au Togo. Kodio, bonjour et merci d'être là. Bonjour Mathieu. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, merci. Un thème simple, mais qui retient notre attention. Mais comme vous le savez, on va partir bien sûr des petits détails pour arriver à l'essentiel. Madame Bandé, qu'entend-on par GIABA? Ok, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de parler du GIABA. Oui. Et avant tout propos, c'est de dire que je représente ici le directeur général du GIABA qui est M. Edwin Harris Jr. Oui. Et le GIABA est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment, disons, de l'argent, des capitaux en Afrique de l'Ouest. Et c'est une institution spécialisée de la CEDEAO qui a été créée en 2020 sur instruction des chefs d'État et de gouvernement qui ont compris aujourd'hui la nécessité d'impliquer nos États pour assainir les économies de nos pays. Et le GIABA a son siège au Sénégal, à Dakar de manière précise. Il a aussi 2 centres d'information pour accompagner les pays membres de l'institution. Nous avons un centre d'information à Abidjan qui couvre les pays francophones et lusophones et un centre d'information également à Lagos pour les pays anglophones. Et quelle est la mission du GIABA? C'est de vraiment porter la politique de la CEDEAO en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et aussi le financement du terrorisme. Et cela passe par le renforcement des capacités des États membres, essayer de les accompagner, renforcer leurs capacités et aussi les aider dans l'élaboration des politiques. Et nous essayons avec l'appui des différents pays. C'est le lieu pour moi de dire merci à tous les pays de la CEDEAO aujourd'hui qui sont membres du GIABA, qui sont nos correspondants nationaux dans les pays. Et le chapeau est porté dans chaque pays par les cellules nationales de traitement de l'information financière, les CENTIF. Et monsieur Adiogbe, comme il a dit, est membre de cette cellule-là. Je vais m'arrêter là en attendant qu'on puisse... Merci monsieur Mathieu. Ces explications, mais en attendant de donner la parole à monsieur Atiogbe pour beaucoup plus d'informations concernant ce qui se fait au niveau de la CENTIF et ce qu'est réellement la CENTIF ici au Togo. Les gens se demandent très souvent, quand on parle bien sûr du blanchiment de capitaux, à quoi fait justement allusion? Vous gardez la question là, je vous reviens dans un instant. Monsieur Atiogbe, rebonjour. Bonjour. Alors, la CENTIF au Togo, c'est quoi? Quand on dit la CENTIF, c'est quoi? Pour un profane qui ne s'y connaît pas. Oui. Merci. Et merci pour l'opportunité que vous nous offrez à travers cette chaîne. Je prends la question. La CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. Elle est basée pratiquement dans tous les pays, mais les 8 pays de l'UMOA ont pris le même nom. Les 8 pays de l'UMOA ont pris le même nom.
la CENTIF, qui est la cellule nationale de traitement des informations financières du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Voilà. Donc la CENTIF, son rôle est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voilà le rôle de la CENTIF. Parfait. Et ça a vu le jour Oui, la CENTIF a vu le jour le 28 mars 2008 par décret portant création, organisation et fonctionnement relative à la loi uniforme. Je parle de la loi uniforme qui réunit toutes les CENTIF de la CEDEAO. C'est une loi uniforme qui régit la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans tout l'espace de la CEDEAO. Voilà. Parfait. Et je reviens à vous, Madame Bondé. Ma question en suspens. Il y a un instant, pour avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qu'on désigne par blanchiment de capitaux pour un profane qui ne s'y connaît pas en la matière, qui est en face de vous en tant qu'experte que vous êtes, c'est quoi la réponse à cette personne-là? Ok, merci Monsieur Mathieu pour cette question. Quand on parle de blanchir, ça veut dire qu'il y a une notion de saleté ou notion de quelque chose d'impropre. Et pour répondre à votre question de manière pratique, il s'agit de toutes les ressources ou disons de tous les capitaux qui proviennent de manière illicite à certains secteurs. Il y a le caractère illicite, c'est de l'argent qui a été emmagasiné, dont l'origine est douteuse. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font dans le système financier ou système bancaire immobilier? On aura l'occasion de revenir sur les mécanismes de blanchiment. C'est d'injecter, disons, cet argent pour le rendre propre entre griffes. Ça veut dire que ce sont des flux illicites que les blanchisseurs essaient de rendre propres, de polir, pour qu'on dise aujourd'hui que l'argent est propre, alors que dans la réalité, la source de ces financements-là reste vraiment douteuse. Je donne des exemples où on peut trouver des acteurs du blanchiment d'argent. On a l'immobilier. Beaucoup de personnes passent par des moyens frauduleux, illicites pour avoir de l'argent, qu'ils essaient de réinjecter, disons, dans le système bancaire économique et dans d'autres systèmes. Donc, voici un peu quelques modèles. Et dans le blanchiment, on a des acteurs passifs et des acteurs actifs. C'est très important. Les acteurs actifs, c'est... Bon, ce sont ceux qui sont à l'origine de, disons, de la collecte de ces ressources-là. Et quand on parle de blanchiment, il y a d'abord l'origine du blanchiment. Il y a aussi le placement. Ce sont des principes ou des caractères, des caractéristiques du blanchiment. On a l'argent, on essaie de collecter l'argent. On essaie de collecter l'argent, on empile l'argent et maintenant on dissimule ou on intègre ces fonds illicites là dans un système normal pour le rendre propre en griffe. Donc c'est un peu ça le processus de blanchiment d'argent. Parfait. Et cette rencontre de Lomé qui va démarrer bien sûr au plus dans 24 heures, bien sûr ce 6 avril 2023 vise quoi concrètement? Avant de parler des objectifs de la rencontre que nous appelons Journée porte ouverte sur le Yaba au profit des jeunes, c'est l'occasion pour moi de rappeler que ce n'est pas seulement le blanchiment d'argent qui fait les activités du Yaba. Nous avons aussi le volet lutte contre le financement du terrorisme. Oui. Ces deux pans. Au départ, on se limitait au blanchiment des capitaux, la lutte, développer des stratégies, accompagner, sensibiliser, informer les acteurs. Mais nous savons tous aujourd'hui que notre espace ouest africain est miné par le terrorisme et plusieurs pays, dont le Togo, a aussi connu des attaques terroristes. Nous ne luttons pas contre le terrorisme, mais nous luttons contre tous ceux qui, de manière active ou passive, participent au financement. Je ne sais pas si on voit la nuance. Ah oui. Donc la nuance est très grande. On nous demande qu'est-ce que le GIAB a fait en matière de lutte contre le terrorisme. Nous nous attaquons à tout ce qui est moyens, méthodes, approches, à travers l'information,
la sensibilisation, la formation des différentes parties prenantes pour que chacun puisse comprendre les enjeux. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce que nous visons demain? Nous savons tous que les jeunes sont aujourd'hui le maillon incontournable dans le développement de nos pays, de nos communautés. Et ils sont de plus en plus utilisés dans les processus de blanchiment et de financement, disons, du terrorisme. Donc, en venant à Lomé, Lomé, c'est la 16e édition. La semaine dernière, il y a eu aussi la même activité au profit des étudiants nigériens à Port-Harcourt. Et en venant ou en allant à la rencontre des jeunes, nous avons pris conscience que sans eux, nos stratégies étaient un peu limites parce que l'avenir aussi repose sur eux. Et nous voulons leur parler déjà des enjeux parce que quelquefois, ce n'est pas ignorance qu'on se laisse entraîner dans des actes de blanchiment, dans des actes de financement de terrorisme. Mais aller à la rencontre des jeunes, c'est une porte pour nous pour renforcer la sensibilisation que le GIAB a fait déjà et aussi leur montrer les perspectives qu'il y a. Tout n'est pas aussi rose, mais nous sommes encore pleins d'espoir avec nos différents États membres de la CEDEAO pour inverser la tendance, pour que, à travers les différentes politiques nationales et régionales, l'auto-emploi, d'autres aspects, ils puissent comprendre les enjeux et choisir le bon côté. Parfait. Monsieur Atchogwe, est-ce que la rencontre de Lomé, on peut avoir une raison de croire que tout est fin prêt pour que tout aille au bon port? Merci Mathieu. Oui, tout est OK pour la rencontre de Lomé. Nous avons pris soin d'inviter les universités, pas l'université publique, mais nous avons aussi invité l'université ISDI. Oui. Nous avons invité aussi l'école d'administration l'ENA. L'ENA, les énarques seront là. Oui. Oui. Nous avons aussi invité l'école IFFD, oui. l'OTR. L'OTR, oui. Nous avons aussi invité l'école IRIS. Oui. Le choix est fait par rapport aux filières que ces écoles-là présentent. Par exemple, si nous prenons ISDI, cette école forme les praticiens de droit, les juristes. Droit, oui. Voilà. Qui dit le blanchiment parle aussi des juristes. Donc, nous sommes obligés de former ou bien de sensibiliser ces écoles-là. En dehors des écoles, le but visé par la jeunesse, c'est cette couche qui est vulnérable. Oui. Parce que nous avons eu à sensibiliser ou bien à former déjà les professionnels, les magistrats, les financiers, la police, disons la sécurité, la police et la gendarmerie. Maintenant, la couche vulnérable est la jeunesse ou les étudiants. Donc, c'est pourquoi le choix est porté sur les étudiants. Est-ce que quelqu'un peut demain se lever de son propre chef et venir chez vous pour participer à cette rencontre-là? Bien, c'est sur invitation, guichet fermé, comme on aime si bien le dire. Effectivement, bon, nous avons pris soin d'envoyer des courriers de désignation à chaque école pour un quota donné. Par exemple, l'université de Lomé a pris 25 étudiants et ils nous ont fourni les 25 étudiants. Les noms. Oui, les noms. L'ENA, c'est 15. Oui. L'école de OTR, IFFD, oui. c'est 10. ISDI. ISDI 10 aussi. Oui. Et IRIS 10. 10. Donc, c'est sur cette base que nous allons accueillir nos étudiants. Les étudiants. D'ailleurs, nous connaissons déjà la liste. Ils nous ont envoyé les noms. On s'est familiarisé à leur demander aussi les pièces d'identité pour pouvoir mieux les connaître. Voilà. Davantage. Oui. Madame Bandé, oui, alors, ils seront là, ces participants-là, à cette rencontre-là qui vise bien sûr à les outiller davantage dans la prévention de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quels sont les thèmes principaux qui seront abordés bien sûr à cette rencontre-là? Ok, merci Monsieur Mathieu. Déjà, c'est le GIAB qui les invite. Donc, nous pensons que c'est une opportunité pour nous de mieux faire connaître l'institution. Ils ne sont pas nombreux
en dehors des financiers, des assujettis, comme on le dit, les magistrats, les notaires et les autres catégories d'acteurs, disons, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à connaître déjà le Diaba. Donc cette opportunité-là, premièrement, sera axée autour de la connaissance du Diaba, ses missions, ses activités, les acquis. Nous aurons ensuite une présentation qui reste phare dans notre programme, qui est le développement du thème de la journée porte ouverte, le rôle des jeunes dans la prévention et, disons, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous allons également partager avec eux les mesures au niveau international. Quand on parle de mesures au niveau international, nous avons le GAFI, qui est, on peut dire, le chef de file de ce dossier de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons aussi les mesures régionales au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO. Donc, nous avons ces aspects. Et le dispositif aussi national au Togo sera présenté et discuté. Donc, c'est une journée qui sera chargée. Nous trouverons l'espace pour les étudiants parce que nous voulons que cette journée soit empreinte d'échanges interactifs. Donc, nous allons avoir beaucoup d'espace réservé aux étudiants pour poser leurs questions, exprimer, disons, leurs attentes. Ce n'est pas en 24 heures que nous allons, disons, élaguer toutes les difficultés ou toutes les thématiques. À l'issue aussi de cette formation, il y aura aussi d'autres cadres d'échange. Donc, le menu est alléchant pour demain et nous espérons vraiment des résultats qui vont porter, qui seront beaucoup plus durables pour aider non seulement le Togo à réduire les risques. La CENTIF est là, on a l'évaluation nationale des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. On a aussi l'évaluation mutuelle, qui est une évaluation faite par les pairs, qui fait ressortir des résultats. C'est l'occasion de parler de ce que le Togo fait. Et avec les jeunes, nous pensons que c'est eux l'avenir, c'est eux le futur. Et notre journée demain est une contribution à l'édification de la République togolaise. Monsieur Tchibouya a quand même eu à toucher certains points il y a plusieurs personnes qui ont été déjà formées, le corps de la sécurité et autres, les magistrats. Mais pourquoi cette fixation cette fois-ci sur la jeunesse? Parce que la jeunesse est désœuvrée, le chômage, où on se livre à de n'importe quoi, où il y a un autre constat carrément qui explique ce choix-là. Ok, je l'ai dit tantôt. On dit que la jeunesse est l'avenir. Donc, nous voulons des leaders vraiment à la hauteur de nos attentes. Ça, c'est un élément. Ce n'est pas parce qu'ils sont désœuvrés. C'est vrai que dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, le taux de chômage est très élevé. Nous choisissons les jeunes parce que dans le plan du directeur général du Diaba, il accorde une place de choix à la succession. Ça, c'est très important. Il faut préparer les jeunes à faire face à leurs responsabilités. Et au-delà même de la succession, il y a certaines valeurs que nous pensons qu'il n'est pas tard encore de leur transmettre, telles que la transparence, la bonne gouvernance, l'intégrité. Il y a beaucoup de valeurs que nous voulons faire passer certains messages. Ce n'est pas parce qu'ils sont désœuvrés qu'il faut mettre chacun devant ses choix. Et je dis souvent, le bien, c'est pour toi, le mal, c'est pour toi. Et j'ai vu sur le mur de l'université de Lomé, demain nous appartient tous, donc construisons ensemble. C'est pour dire aujourd'hui que aucune partie de la chaîne socio-économique ne doit être ébranlée. Et il est important de savoir aussi qu'au niveau de Diaba, je le dis souvent, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Je vous donne des exemples. Dans certains pays aujourd'hui minés par le terrorisme, on voit que c'est le taux élevé de la pauvreté qui pousse certains jeunes à rentrer dans des systèmes entre griffes peu clairs ou illicites, comme on parlait tantôt. Le blanchiment des capitaux, quelqu'un qui n'a jamais vu 100 000, on vient, on le sensibilise en lui donnant 500 000 ou en lui donnant 1 million avec des objectifs pas très clairs.
on est plus enclin à tomber dedans. Donc nous, aujourd'hui, les jeunes, nous pensons que nous pouvons les sensibiliser sur les enjeux. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc voici quelques raisons qui font que nous voulons nous appuyer sur la jeunesse. La corruption active, elle est partout, passive, elle est partout. Donc c'est la sensibilisation. Je ne dis pas que les gens du 3e âge ne sont pas concernés. Ah oui. Nul n'est à l'abri. Nul. Mais aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui que les jeunes prennent conscience de l'importance de leur rôle dans la chaîne économique de leur pays. Vous avez eu déjà à sillonner d'autres pays de cet espace de la CEDEAO. Et vous avez eu également à former des jeunes des différentes couches. Et c'est quoi les résultats? Vous avez déjà eu gain de cause, certaines retombées ça et là? Parce que forcément, cette rencontre de Lomé, une fois passée, on doit quand même récolter de bons fruits. Vous êtes d'accord avec nous? Oui. Je suis d'accord à 200% avec vous. Moi, j'appelle souvent ces plans post-formation, là, le plan de réinvestissement. On demande souvent à la fin des formations ou des sensibilisations comment chacun, on essaie de faire une évaluation à chaud, compte réinvestir, disons, cette formation. Nous avons déjà salué l'intervention de l'université de Lomé hier, qui a voulu que chaque représentant de chaque école puisse être un père éducateur pour les autres jeunes qui ne peuvent pas être là. Donc voici déjà des retombées que nous pouvons faire. Et ce n'est pas seulement la journée porte ouverte qui est consacrée aux jeunes. Il y a des concours d'art oratoire sur la thématique, il y a d'autres activités. Et nous pouvons saluer ici la mise en place d'un réseau de jeunes, le Rejaba, qui regroupe tous les concurrents ou tous ceux qui ont participé au concours. Ils mettent en place des activités. C'est une plateforme d'échange qu'ils ont. Et une de leurs activités à venir, c'est par exemple une caravane de sensibilisation sur la lutte contre, de sensibilisation sur le blanchiment des capitaux, comment engager davantage d'autres jeunes. Moi, j'estime que ce sont des résultats palpables déjà, que les jeunes puissent prendre conscience. Et je vous donne l'exemple, l'an passé, pour la 14e édition, on était à Niamey. À la fin, il y a des jeunes qui ont témoigné en disant que on ne savait pas que nous étions aussi des sujets à risque parce qu'on pensait que c'était les grands bonnets, les gros bonnets, ceux qui ont des immeubles, ceux qui ont des comptes bien garnis en banque, qui étaient dans la chaîne du blanchiment d'argent. Je ne savais pas que moi, comme ça, quelqu'un pouvait m'utiliser. J'ai même donné un exemple. Les pistes, ils sont forts, ceux qui sont dans la chaîne. Ce n'est pas des techniques que nous donnons. Et souvent, ils dévancent nos autorités dans leur mécanisme d'action. Lorsqu'on décèle un réseau avec toute la chaîne, la CENTIF est mieux placée pour corroborer ces... Ils changent de stratégie d'approche. Ça veut dire que quelquefois, au niveau de nos politiques ou de nos actions nationales, par manque de moyens, on arrive un peu en retard ou eux, avec même les anticiper. Voici quelques... Il y a un exemple que j'aime bien partager, le sponsoring ou le financement à travers les bourses d'études pour les jeunes. C'est un maillon qui est beaucoup utilisé. Et nous avons eu un cas, un témoignage quelque part, où un jeune a eu un financement depuis l'école primaire jusqu'à son master en informatique par un pays dont je ne dirai pas les noms. Mais c'était en fait à la fin de sa formation qu'il a compris qu'il avait bénéficié de ressources dans le cadre du financement du terrorisme parce qu'on lui a dit clairement, ça passe ou ça casse. Nous avons payé tes études jusque-là, c'était pour que tu viennes nous servir. Vous voyez? Ah bon? Donc voici. Donc c'est nos actions au niveau du GABA et avec la CEDEAO, c'est de vraiment mettre les jeunes au cœur de... Je peux recevoir aujourd'hui de l'argent, je ne sais pas d'où ça provient, mais en cas d'enquête, en cas de... Je suis aussi susceptible d'être poursuivi pour des infractions sous-jacentes. Si on me donne, je prends, je peux être poursuivi aussi. Il y a beaucoup d'exemples où on peut impliquer les jeunes et ils peuvent payer par ignorance et nous voulons les mettre à l'aide du savoir
pour se prémunir de certains délits. Délits, Merci. parfait. Cela m'amène à poser une question, bien sûr, à M. Atiogbe. Quand on est peut-être en contact avec ces genres de personnes, comment peut-on procéder pour les dénoncer? Vous touchez à la CENTIF, comment on procède? Vous avez un numéro où on appelle la police, carrément on dénonce? Bon, l'un de vendre la... Oui, effectivement, nous avions dans le temps sensibilisé Oui. les couches, nos assujettis. Et si je parle d'assujettis, je parle de nos correspondants, Oui. les banques, les notaires, les avocats et autres, sur cette dénonciation. Nous appelons quelque chose, un papier, une DOS. OK. Oui. La déclaration d'opération suspecte. C'est nos assujettis qui nous fournissent les déclarations d'opération suspecte. OK. Et après, nous analysons, nous faisons des investigations pour pouvoir comprendre mieux ce qu'il en est. Voilà, c'est ça. Donc, nous ne prenons pas les déclarations d'opération suspecte de n'importe qui. Nous prenons souvent de nos assujettis qui on a déjà formés sur comment déclarer, comment faire des déclarations d'opérations suspectes. Et ces déclarations, nous le faisons sur support papier avant, mais aujourd'hui, avec l'évolution, nous le faisons en ligne. C'est-à-dire la banque fait la déclaration et nous envoie comme on fait du WhatsApp, oui, un truc comme ça. Et on le reçoit et on le traite. C'est plus facile parce que le monde évolue, la technologie aussi évolue. Donc quand nous le prenons, c'est plus facile parce que, comme Madame Bandé vient de le dire, les criminels sont souvent en avance sur nous. C'est quand ils laissent leur système que nous on prenons ça pour faire la typologie. Donc, pour anticiper sur certaines choses, nous voulons laisser, nous sommes en train de laisser les supports papier de DOS. Quand même, le Togo l'a fait. Je ne sais pas si les autres pays l'ont déjà fait. Où il y a le Sénégal aussi qui l'a fait. Il y a le Nigeria aussi. Et nous l'avons fait. Je salue le GIABA qui nous a accompagnés dans ce système, dans l'achat du matériel, la mise à disposition des équipements et du logiciel aussi. Mais le logiciel aussi est fait par nous-mêmes, les informaticiens de la CENTIF. Parfait. Madame Bandé, Oui. Il y a un débat qui revient très souvent quand on parle bien sûr du blanchiment d'argent. Donc on pense que les ONG, enfin certaines ONG, sont beaucoup plus calées dans cette affaire-là. Vous confirmez? Vous avez été une fois informé de ce genre de trucs, de malversation entre-temps où quelque part on aurait blanchi et puis investi ça dans la construction par exemple des châteaux d'eau, je ne sais pas, ou financer un orphelinat Bon, je dirais tout à l'heure, mon collègue a dit tout à l'heure la typologie. Oui. Aujourd'hui, je vous ai dit que nul n'est à l'abri. De la même manière que nous organisons des activités pour les jeunes, nous avons aussi des activités de sensibilisation et de formation pour les acteurs de la société civile au niveau régional. Okay. Nous avons aussi des activités pour les leaders religieux. Et nous aussi, nous faisons du porte-à-porte au niveau des différents centres d'information, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Lagos, pour aller vers ces acteurs-là. Et j'ai suivi un débat la semaine dernière sur le nouveau rapport de l'UEMOA, parce qu'il y a la loi qui doit être révisée sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le rapport a été approuvé le 31 par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Et les magistrats aussi disaient que ce sont des couches qui sont laissées à côté, mais qui sont très sensibles. Donc, nous ne laissons personne. C'est plutôt les pays qui peuvent dire dans leur typologie, est-ce que tel assujetti a déclaré une OSC, Organisation de la société civile, pour blanchiment de... Mais les risques sont là. Moi, au lieu de parler de statistiques en matière d'OSC, d'ONG et autres qui blanchissent de l'argent, les risques sont à tous les niveaux. Et pour nous,
plus on les met à l'abri à travers l'information et les risques, quelquefois on voit le gain facile. Je reçois ceci, mais je dis que le bout de la chaîne est encore plus dur que les gains faciles. Facile, oui. Parce qu'il y a la répression aussi. Il y a des mécanismes au niveau national pour la répression de tous ceux qui sont pris. Quand ils font leurs investigations, il y a des conclusions qui sont faites. Ils transmettent aussi les dossiers, les résultats des enquêtes à divers niveaux. Donc, pour moi, ce sont les risques. Même le petit qui scie les chaussures devant un immeuble, le secteur informel, c'est tous des secteurs à ne pas négliger, a fortiori les ONG et les associations. Parfait. On est pratiquement vers la fin de cette émission. Quand on sait que dans la plupart des pays de la CEDEAO, on est en proie bien sûr à de multiples attaques terroristes. Vous avez eu à toucher quand même le point dans vos détails précédents que vous anticipez à travers des actions pour pouvoir contrecarrer. Vous n'attaquez pas les terroristes, non. Et justement, cette rencontre de Lomé qui va se tenir dans quelques heures, une fois terminée, est-ce qu'on aura encore de la matière pour la lutte contre le terrorisme, le financement surtout quand on sait aujourd'hui dans la sous-région, on dit, entre-temps on parle bien sûr de la vente illicite du carburant qui aurait peut-être une incidence dans la sous-région ouest africaine. Comment faut-il tout faire pour éviter le pire dans les jours qui viennent? Oui, à quelques heures disons, de l'ouverture de nos travaux, de la journée porte ouverte sur le djaba au profit de la jeunesse togolaise, je redirai, si vous voulez, oui, que le djaba, comme j'ai dit, ne traite pas ou ne s'attaque pas au terrorisme directement, mais plutôt au financement du terrorisme. Aujourd'hui, les maillons sont... En fait, c'est comme des pieuvres. C'est un phénomène. Oui. On n'a pas multiples tentacules, Oui. comme je le disais tantôt. Et tout le monde, je le répète, lorsqu'on prend les parties prenantes, les transporteurs, ils sont dedans. Ah oui. Les bureaux d'échange, présentement même à Abuja, il y a une formation qui se fait avec les propriétaires ou les gérants des forex. Ouais. Parce que là aussi, c'est un autre circuit par lequel l'argent est blanchi. Pour moi, les transporteurs, les hôteliers, les agences de voyage, lorsqu'on prend la loi de l'UEMOA sur le blanchiment, la liste est très longue. Et moi, dans mon message, je dirais que on ne doit pas se concentrer sur un seul maillon. Pendant que vous êtes avec les transporteurs, vous allez voir que les vendeurs de carburant sont quelque part là-bas. Pendant que vous êtes concentré sur les agences de voyage ou les notaires, d'autres personnes, ainsi de suite, l'immobilier, les maillons sont vraiment étendus et c'est ensemble, en prenant tout le monde, en nous appuyant sur les pays, parce que nous sommes une institution régionale. Oui. Sans les pays, nous ne sommes rien. Et ce sont les pays aussi qui remontent les informations qu'ils ont, qui permettent aussi de mieux orienter les politiques à élaborer au niveau régional. Donc pour moi, nul n'est à l'abri, même vous, en sortant du studio là, vous ne savez pas qui peut venir vers vous, vous faire des propositions. Ah oui. Et les propositions indécentes, c'est à tout moment. Et quelqu'un disait hier que les jeunes, on voit vraiment grand. Mais notre grand, à un moment donné, se rétrécit pour dire que ce n'est pas forcément ce qui nous est proposé, qui peut concourir à notre épanouissement. Avec cet atelier de Lomé, nous pensons que nous allons laisser de la matière aux jeunes lorsqu'ils sont dans des situations de mesurer le pour et le contre et surtout de connaître les enjeux. Mieux vaut lutter, aller doucement pour arriver au top ou au plafond de l'échelle, que de vouloir aller rapidement. Et les risques sont là. Nous avons au Togo une autorité de lutte contre la corruption.
Nous avons Aplusia et d'autres autorités, la CENTIF. Donc, on est vite pris. On pense qu'on est plus intelligent, les jeunes, mais ça nous rattrape toujours la cybercriminalité, les crimes organisés transfrontaliers. Il y a beaucoup de choses. Donc, en partant de Niamey et de Lomé, notre appel, c'est vraiment de nous rendre toujours disponibles. Au-delà de la journée, nous sommes toujours en contact avec les jeunes qui s'organisent aussi en réseau. Jusqu'à présent, il y a des gens qui nous écrivent, qui demandent des conseils au niveau de leurs activités. Donc, pour nous, c'est un plus que les jeunes puissent savoir qu'il y a des structures qui s'intéressent à eux et qui peuvent les accompagner aux côtés de leurs différents États. Parfait. On est pratiquement à la fin de cette émission de ce jour. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire et je n'ai pas pu demander? Mon souhait, c'est qu'on se réveille. Oui. Jeune, c'est vraiment... On ne prend pas très souvent la mesure de notre contribution. On s'est dit, je suis pauvre, je ne sortirai jamais de ma pauvreté. Et ce que je souhaiterais dire aux jeunes, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, ne sont pas des moyens viables et durables de développement personnel, à plus forte raison de nos États. Et un autre message, l'État ne peut pas tout faire. Quand on lance les concours, quelquefois pour des postes, 10 postes, on a 5 000, 10 000 candidatures. Donc, c'est amener vraiment les jeunes, avec l'appui déjà de reconnaître ce que l'État fait déjà, à s'auto-employer, à développer de nouvelles approches plus bénéfiques. Pas entrer dans la cybercriminalité, pas entrer dans les crimes organisés, mais se prendre en charge en disant « je suis l'avenir de ma famille, je suis l'avenir de mon pays ». Et la construction de ce pays doit se faire avec moi. Voici ce que je voudrais dire pour terminer mon propos. Merci bien. M. Chachogui, je prends votre dernier mot. Ah oui, je dirais que cette lutte, elle est commune. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, elle est commune. Nul n'est échappé. Donc, je demanderai à la télévision ou bien aux journalistes de relayer aussi les informations, de sensibiliser que nous aussi, faisons déjà. Comme nous, oui. Et je sais qu'on avait formé des journalistes aussi. Oui. Oui. Oui, il le faut. Hein. Oui, à Lomé. Il faut que vous nous formez. Oui, on a formé des journalistes. Qu'on maîtrise vraiment les contours de tout ce qui est dit dans ce jargon-là. Ah oui, Madame Bandé. Oui, pensez-y. Hein. Non, on le fait déjà. En août 2022, nous avons eu un atelier régional. De formation des journalistes d'investigation pour affiner leurs techniques, disons, de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Et le Togo était représenté. Par défaut de ressources, on ne peut pas toujours avoir tout le monde, mais on le fait par vague, en présentiel et en virtuel aussi, pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de journalistes de participer aux activités. Nous sommes conscients que vous êtes nos partenaires et cette alliance-là doit être bien nourrie. Merci bien. Oui, donc, comme je le disais, le JABA a formé beaucoup de journalistes au Togo déjà, que ce soit les journalistes économiques. Oui, je pense que M. Adim Mandawa était déjà formé. À Dakar, ainsi que Massia Souglo. Mais on ne s'est pas limité juste aux médias publics, mais aussi à les journalistes privés qui ont été formés aussi. Donc à Lomé et dans la sous-région. Parfait. Donc n'hésitez pas. Bon, on va essayer de voir dans quelle mesure il y a une formation d'inclure aussi les gens. Mais en février passé, je pense que les journalistes aussi ont été formés à Accra. Cette formation était réservée uniquement à l'agent féminine. Je pense à Accra, moi-même j'y étais, mais sur autre formation. Donc, votre secteur n'est pas laissé pour compte. Merci bien. Merci.
Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Ils étaient deux à être sur ce plateau pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette émission. La première personne, Madame Regina Bandé, Thiès Bandé. Elle est bien sûr chargée de l'info, responsable du centre d'information du GIABA, basé bien sûr à Abidjan. Nous sommes bien sûr en Côte d'Ivoire. Et puis, Monsieur Kodjo Atiogbe, informaticien chargé du protocole et point focal de la journée porte ouverte de GIABA au Togo. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un autre point.